Soyez les bienvenus et entrez dans la magie de l'année de la lumière. Nous allons passer un après-midi magique. Nous allons passer également un après-midi un peu spécial. Je voulais vous signaler que toute l'année de la lumière et que cette cérémonie ont lieu sous le haut patronage du président de la République, de M. François Hollande, qui nous a fait parvenir un message il y a quelques jours que je vous laisse lire. Le président de la République adresse tous ses vœux à 2015, année de la lumière, et ses sincères encouragements pour l'organisation des manifestations prévues dans ce cadre. Nous avons également obtenu le patronage de plusieurs ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, Monsieur le ministre Emmanuel Macron, le ministère de la Culture et de la Communication, Madame la ministre Fleur Pellerin, du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Madame la secrétaire d'État Geneviève Fioraso. Je voulais rendre hommage à quelques personnalités qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous dans cette belle cérémonie de la lumière aujourd'hui. Monsieur Alain Fuchs, Hubert Reeves, Emmanuel Desurvire, Jean Guyot, Dominique Fajol, Daniel Janicot et certainement j'en oublie, vous me pardonnez, donc je ne peux pas avoir toute la liste. Je souhaite qu'on commence notre année par une allocution donc de la part de Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem. J'invite la directrice générale Florence Portine pour nous dire quelques mots de la part de Madame la ministre. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, si vous le permettez, avant de commencer cette belle cérémonie et au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je voudrais vous demander de vous associer à une minute de silence. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est une journée de deuil national, comme vous le savez, et je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever et vous associer à la minute de silence en hommage aux victimes de la barbarie qui a frappé notre pays, mais qui ne l'a pas abattu. Merci. Je voudrais saluer tous les invités de marque qui sont présents au nom de la ministre en leurs fonctions et qualités. Vous me pardonnerez de ne pas les saluer individuellement, Monsieur le Président, et je ne prendrai que très peu de temps la parole pour laisser la place aux très belles interventions qui viendront après. Vous dire combien le ministère est heureux de s'associer et d'avoir donné son patronage à cette belle manifestation qui marque l'entrée de la France dans l'année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière. Nous le savons tous et toutes, nous avons besoin plus que jamais de trouver des solutions aux grands défis contemporains qui nous sont posés en matière d'énergie, de développement durable, de santé, d'agriculture, d'éducation.
Et la lumière et les technologies qui lui sont associées peuvent contribuer à apporter des réponses à ces grands enjeux sociétaux. Il est donc absolument essentiel et crucial de sensibiliser l'opinion publique au domaine de la photonique, aux espoirs de progrès dont il est porteur et de façon plus générale, je retiens vraiment comme un message d'espoir et d'enthousiasme le fait de consacrer une année internationale à ces techniques et à la question de la recherche et de la culture scientifique et technique. Dans le dialogue entre sciences et société qui est tellement important, tellement essentiel à nos cultures, à nos civilisations, et je crois que nous en avons tous, nous sommes tous conscients de l'importance de ces valeurs que porte la science, que porte la lumière, que porte la culture, que porte la volonté d'universalité qui est au cœur de votre réflexion et de votre travail quotidien. Eh bien, je crois que nous avons ici une belle occasion de nous retrouver et permettez-moi d'apporter un hommage appuyé en ces temps difficiles à la communauté scientifique qui œuvre justement pour l'ouverture des esprits et pour cette universalité qui nous tient tant à cœur. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, vous le savez, un soutien essentiel et important et fort enthousiaste à la recherche et à l'innovation en France au travers de nombreux programmes dont nous sommes finalement des parties essentielles à vos côtés. Je pense évidemment au programme d'investissement d'avenir, je pense à tout le travail de l'ANR, je pense à l'appui que nous apportons au développement des très grands instruments. La lumière en est un vecteur absolument essentiel. C'est surtout, je pense, à travers l'intérêt très fort que nous avons en particulier pour les actions transdisciplinaires, dont la lumière est un vecteur absolument exemplaire. Dois-je citer les travaux qu'elle porte au cœur de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de tous les grands développements industriels. Nous parlions il y a quelques instants en particulier de toutes les révolutions autour des LED, par exemple. Tous ces projets sont évidemment fortement portés par notre ministère et continueront à l'être. Si vous me le permettez, étant directrice générale de l'enseignement scolaire, j'aimerais avoir aussi une attention particulière pour les questions d'éducation. En lisant très attentivement finalement les documents qui montrent l'étendue du programme de cette année de la lumière, je suis très heureuse de constater que la jeunesse constitue une cible prioritaire de cette année de la lumière en France. Et la direction générale que j'ai l'honneur de diriger a donc à cœur de s'associer pleinement à la réussite de cette opération afin également de sensibiliser les écoliers, les collégiens, les lycéens, les étudiants au domaine de la lumière, de la photonique, aux perspectives d'emploi qualifiés qui sont offerts dans le secteur de la lumière. C'est pour nous absolument essentiel. C'est aussi une belle occasion d'encourager nos élèves, permettez-moi de penser en particulier aux jeunes filles, à s'engager avec enthousiasme dans les carrières scientifiques et techniques. C'est à l'évidence un point sur lequel nous pouvons encore beaucoup nous améliorer et tout ce qui montrera la vitalité, la vigueur, l'intelligence de ces domaines et leur très grande attractivité, le fait qu'ils parlent à tous et à toutes sans discrimination, sans conditions d'origine sociale ou diverse. Je crois que les carrières scientifiques et techniques sont des vrais vecteurs de progrès social pour l'ensemble de notre population et je voudrais vous remercier d'y contribuer. À ce titre, au nom de la ministre et de toute la communauté éducative, je souhaite pleine et entière réussite à cette année de la lumière. Je vous remercie. Ouvre-nous la porte, apporte-nous la connaissance de l'univers infini, disait Giordano Bruno. Plus que jamais, la lumière contre l'obscurantisme. Plus que jamais, la lumière et la liberté contre l'ignorance. Aujourd'hui,
De l'infiniment grand à l'infiniment petit, des confins de l'univers à la cellule ou encore mieux aux cellules élémentaires, de l'astronomie aux neurosciences, les techniques de la lumière ou utilisant la lumière, techniques connues sous le nom de photonique. Je vais appuyer tout l'après-midi ce nom de photonique. Tout le monde connaît l'électronique. Je voudrais bien que vous compreniez que la photonique, c'est le 21e siècle. Des smartphones aux panneaux solaires, des lasers aux éclairages LED, des lunettes actives aux microprocesseurs. Nous assistons à ce 21e siècle à une croissance exponentielle des connaissances, grâce, entre autres, à la lumière. La permanence et le changement. Et nous allons balayer cet après-midi un infiniment petit d'un infiniment grand de lumière. Nous allons voyager entre les atomes froids à celui de la lumière extrême, entre la jouissance de voir, de l'art d'écrire et de décrire la lumière. Nous allons métamorphoser la lumière cet après-midi, nous allons l'ordonner. Soyez les bienvenus encore une fois et entrez dans la magie de cet après-midi de la lumière. Bon après-midi. Au fond des grottes, l'homme de la préhistoire ne connaissait pas les lois géométriques qui régissent le parcours de la lumière. La lumière voyage en secret jusqu'au moment où quelque chose la révèle. Ce quelque chose est un avatar de la lumière. On ne peut comprendre la lumière que par ses avatars. À travers mon avatar, je peux apparaître en 3 dimensions et donc aller n'importe où. Les découvreurs sont parfois ceux qui osent rapprocher 2 idées pour en inventer une 3e. And that was a great conjunction of these 3 things, the mathematics, the ocean waves and the optics, that really allowed this field to take off. C'est ainsi que John Dudley a découvert les ondes scélérates. La photosynthèse, elle révèle l'immense pouvoir de la lumière. Des chercheurs travaillent à faire en sorte que de la lumière, sous la forme de laser, déclenche une source d'énergie très abondante. Cette installation unique au monde dégage autant d'énergie que 1000 centrales nucléaires. Comme une sorte de micro-soleil entre les doigts. Les poussières en suspension vont avoir des propriétés optiques qui vont dépendre de la longueur d'onde. Derrière moi, le laser est en train de coller ensemble toutes ces couches. Une fois imprimées, les cellules communiquent entre elles pendant plusieurs semaines pour produire un tissu fonctionnel. Pourra-t-on un jour imprimer un organe entier? Tous les acides aminés, donc les briques élémentaires des protéines, sont tous de type gauche. Ce serait la lumière qui aurait pu donner un sens à la vie, en tout cas dans l'espace interstellaire. Ma lumière façonne la matière, elle contient de l'énergie, elle stocke et transporte de l'information, elle crée même des tissus vivants. Mais une question demeure. D'où vient la toute première lumière? D'un événement qui s'est produit 380 000 ans après le Big Bang. Avant, la lumière était prisonnière de la matière. Et puis tout d'un coup, elle s'est libérée. Voici le film, la bande-annonce du film réalisé spécialement pour 2015, Année de la Lumière, une série télévisuelle et Internet en 10 épisodes qui va nous transporter dans le monde de la lumière et dans le monde des lumières. J'invite maintenant M. Jean Audouze, président d'honneur de la Commission française à l'UNESCO. M. Audouze, qui a beaucoup
œuvré pour que l'année internationale de la lumière, International Year of Light, ait lieu et je remercie de l'applaudir comme cela se doit. Madame la représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame la représentante du Conseil régional d'Île-de-France, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis. Cette cérémonie, au lendemain d'une des journées les plus obscures de notre histoire, a pour objet de démontrer une fois de plus que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. J'ai évidemment, comme nous tous, une pensée émue pour ces porteurs de lumière que sont ceux qui furent lâchement assassinés hier. Je remercie le John Dudley, le président du Comité international de cette année de la lumière, et Costel Subran, de me permettre, au travers de ma personne, de faire en sorte que l'UNESCO participe à cet hommage que nous allons rendre tout au long de cette année à la lumière. Comme dans le cas de toutes les années internationales, la physique, la chimie, l'astronomie, c'est l'UNESCO qui propose aux Nations Unies de proclamer 2015 Année internationale de la lumière. En ce qui concerne John et moi, on a eu un peu la surprise en 2013. Je suis heureux de voir que ce n'est plus le cas en 2015 puisque les plus hautes autorités de l'État patronnent cette cérémonie. Mais en 2013, il était beaucoup plus difficile de convaincre les autorités gouvernementales françaises de la pertinence de cette action. Et notre étonnement est venu du fait, comme vous le constatez, vous l'avez vu d'ailleurs dans le logo de cette année de France, disons de la France de la lumière, vous avez bien vu que la lumière transcende tous les domaines de la pensée, bien entendu scientifique, mais aussi philosophique, littéraire et artistique. Et donc, j'ai quand même pu, en novembre 2013, exprimer le soutien de la France lors de la conférence générale de l'UNESCO. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour célébrer ce grand événement. Donc cet après-midi, nous allons inaugurer cette année de la lumière en plein Paris, qui est la ville lumière. Et je crois qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler la place considérable que notre pays, via ses établissements, je pense à l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Nice, et ses scientifiques ont joué dans la détermination de la vitesse de la lumière qui est, on le sait, depuis le début du XXe siècle, l'une des constantes fondamentales de la physique. Les premières déterminations de cette vitesse à cette époque-là étaient encore un peu balbutiantes ou erronées, sont dues, on le sait, à l'astronome danois Ole Christiansen Romer, qui travaillait à l'époque à l'Observatoire de Paris avec la collaboration de Jean Picard et de Jean-Dominique Cassini, et qui a donné la première estimation de la vitesse de la lumière à partir de la mesure des retards et des avances des éclipses des satellites joviens par rapport aux éphémérides de Cassini. Au XIXe siècle, ce furent successivement Hippolyte Fizeau en 1849, Léon Foucault en 1850, Alfred Cornu en 1870 et Henri Perrotin de l'Observatoire de Nice en 1898 et 1902, qui apportèrent des contributions essentielles aux côtés de Michelson et de Newcomb. Les astronomes et les physiciens français, tels que Alain Aspect, Serge Haroche, Claude Cohen-Tanouji, qui vont s'exprimer successivement tout à l'heure, et de nombreux autres, sont particulièrement actifs dans l'analyse de ce phénomène extraordinaire qui inspira les peintres et les poètes. Il faut savoir quand même que, oui, je rejoins Madame la directrice de l'enseignement général de l'enseignement scolaire
dans le fait que la science française est particulièrement impliquée dans l'analyse de la lumière sous tous ses aspects astronomiques. Je pense à la découverte de l'optique adaptative, de toute l'optique, tous les travaux d'optique tout au long des siècles accomplis par les astronomes français. Bien évidemment, la grande école d'Alfred Kastler et donc de l'école normale supérieure et bien d'autres dans ce travail énorme. Et je crois que les mathématiciens français savent rappeler qu'ils sont l'une des premières écoles au monde. Je pense que cette qualification peut s'appliquer également à l'astrophysique et à la physique française. Grâce à la lumière, comme il a été montré dans le film, l'annonce tout à l'heure, nous voyons et nous vivons. Donc je crois que cette année de la lumière en France va être l'occasion de prendre conscience de son importance et peut-être de parvenir grâce à elle à enchanter nos vies. C'est donc le vœu que je formule en ce début d'année 2015, si mal commencée, mais qui peut-être, grâce à la lumière, sera heureuse pour chacun de vous et de vos proches. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je demande maintenant à John Dudley, président de l'International Steering Committee de l'année de la lumière et professeur à l'Université de Besançon. On l'a vu dans Les Avatars, tout à fait par hasard, auteur des ondes scélérates, donc de nous adresser quelques mots. John Dudley. Merci Constant, messieurs, dames, chers collègues, chers amis. Je vous remercie tout d'abord de la part du comité de direction international de l'année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière de m'avoir invité ici aujourd'hui à la Sorbonne pour présenter les vœux du comité international pour la réussite de cette année en France. J'ai aussi l'occasion de donner une perspective un petit peu plus globale, pardon le jeu de mots, sur les activités de cette année. Avant de faire ça, je voudrais vraiment donner mes remerciements personnels à Jean Audouze. Sans lui, sans son intervention personnelle avec les autres instances du gouvernement français, le soutien français de cette année n'aura pas eu lieu. C'est tout simple comme ça. C'était la veille de la résolution à New York qu'il a envoyé un email à l'ambassadeur de voir le vote de la France. Je voudrais également remercier un représentant du secrétariat de l'UNESCO à Paris, M. Ngomi Abiyaga, qui est là. Je voudrais qu'il mette sa main debout, parce que le travail du secrétariat de l'UNESCO est énorme pour faire avancer les dossiers, les projets, et il a contribué personnellement beaucoup à ces réussites. L'idée de cette année date de 2009. C'était une petite réunion entre scientifiques à Baltimore aux États-Unis. Et pendant cette réunion, l'idée était évoquée de voir une année internationale de la lumière. Et maintenant, après 4 ans et demi de travail considérable, d'une centaine de personnes, on est vraiment dans le cas où on peut fêter cette occasion merveilleuse et regarder les choses à venir cette année. L'année 2015, ce n'est pas une année par hasard, c'est une conjonction, et j'utilise le mot astronomique aussi, donc pour faire plaisir à M. Audouze, une conjonction de plusieurs anniversaires. Il y a 1000 ans, le premier livre de l'optique
été écrit par Ibn al-Haytham à Basra. Alors Basra, c'est un lieu aujourd'hui on associe aux événements beaucoup plus tristes que la science et la rationalité. Mais en fêtant, en rappelant cette grande histoire du monde arabe, dans l'origine de la rationalité et la méthode scientifique, on a une occasion de former les jeunes, de réapprendre une histoire parfois souvent oubliée. C'est une fêtée, expliquée avec une campagne internationale sur ce thème en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Ça va être un des objectifs majeurs de nos campagnes internationales. Plus récent, 200 ans, c'était le moment où Fresnel avait déposé son mémoire à l'école polytechnique. 150 ans, c'est les équations de Maxwell en matière d'électrodynamique et de propagation qui étaient écrites pour la première fois, sans lesquelles on n'aura pas la théorie des ondes hertziennes et sans lesquelles on n'aura pas plein d'autres choses aussi, comme vous savez. On fête en 2015 le centenaire d'Einstein, la relativité générale. Et 50 ans, on avait la découverte à Bell Labs avec la fameuse antenne, le fond cosmique par Penzias et Wilson, et aussi en Angleterre, l'invention de la fibre optique à bas perte par Charles Cowell. Je voudrais souligner à ce moment-là que ce n'était pas les scientifiques qui avaient mis toutes ces dates dans la résolution aux Nations Unies. C'était l'ambassadeur de la Chine qui avait inséré Charles Cowell et c'était l'ambassade d'Arabie Saoudite qui avait mis l'anniversaire d'Ibn al-Haytham. Ça veut dire que nous, en tant que scientifiques, on a des choses à apprendre parfois, aussi des instances politiques, et ça m'a surpris d'ailleurs. Mais ça c'est vrai. Pour parler des activités pendant cette année, bien sûr, on va encourager la recherche fondamentale. On va faire le business as usual exalté un petit peu. Mais si ça, c'est tout ce qu'on fait, c'est dommage. On a une occasion unique cette année. C'est la seule année internationale qu'on aura. Il n'y a pas d'autre. Et les années internationales en général sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus de scepticisme. Et ça va être très dur à envisager un autre anniversaire international, une année internationale sur un thème scientifique dans les prochaines 5, 6, 7 ans. Donc, il faut que nous, on prenne cette opportunité pour parler aux jeunes, de parler aux instances politiques, pour partager notre passion et de promouvoir le potentiel de solutions apportées par le photonique pour en matière d'énergie, développement durable, etc. Si on parle que aux scientifiques, si on parle que entre nous, on va perdre cette opportunité. Donc, mon message de la part du comité international, c'est de sortir au-delà de nos communautés habituelles et d'essayer de faire un vrai impact qui va durer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne année. Vous êtes probablement demandé si c'est un trophée. Ce n'est pas du tout, c'est le gardien du temps. À partir de maintenant, absolument toutes nos présentations seront minutées. Il y a une technique, il y a un maître des lumières qui va s'occuper de cette colonne lumineuse qui est séparée en 5 segments, chaque segment 2 minutes 50. Avec des couleurs différentes qui partent du vert au rouge, il me semble. Donc, dès qu'on arrive au rouge, pour les conférenciers, dépêchez-vous de conclure. C'est une technique assez lumineuse, en fait, pour bien rythmer nos présentations de cet après-midi. Et je serai le premier à essayer cette manip. Tu peux le lancer ?
Merci beaucoup. C'est parti. Je voulais vous parler de l'année de la lumière en France. Mais avant de parler de la lumière en France, encore une fois, je reviens sur le mot photonique. Photonique, et j'aimerais bien que ce soir, la quasi-totalité d'entre vous parle photonique. Science et technologie de la lumière, c'est une révolution. C'est une révolution. On trouve la photonique dans plein d'aspects. Vie quotidienne, je vous laisse lire développement durable, santé, énergie, agriculture, raisonner, éclairage intelligent, affichage, le lighting, l'environnement, l'information, la transmission de l'information, la communication, le stockage de données, les DVD, les CD, l'Internet rapide, dans l'espace, dans le transport ou les transports, dans la sécurité, la physique fondamentale, la biologie, la chimie, l'histoire, oui, l'écologie, l'astronomie, les arts, oui, beaucoup, les arts et lumière, l'architecture, l'archéologie et tout pour notre jeunesse, pour l'éducation, pour l'avenir. C'est un des domaines technologiques d'avenir, en fait, pour nos jeunes. C'est espoir, c'est l'espoir pour les jeunes, espoir de travail, espoir de haute technologie, espoir de découverte, de belles découvertes. Donc, photonique. Rapidement, sans les commenter, quelques photos. Nettoyage des œuvres d'art au laser, le laser sur le Mars, le laser français sur Mars avec la sonde Curiosity, le nettoyage industriel, les panneaux solaires, les étoiles artificielles, le microcosme, les molécules, le premier biolaser du monde, la lumière dans l'agriculture et les atomes froids. Encore quelques photos artistiques qui ne sont autres que des photos des non-scientifiques, des photos de la base de données du CNRS. Donc, toutes ces œuvres d'art que vous voyez là, ce sont des photos scientifiques. C'est extraordinaire. Le comité national est parrainé par Claude Cointanouji et Serge Haroche, deux prix Nobel, qui nous ont fait l'honneur aussi d'ouvrir aujourd'hui notre séance de l'après-midi, la partie scientifique. Le comité national lui-même a un bureau exécutif. Je vous présente très rapidement donc l'organisation de cette année de la lumière, avec un comité national qui ressemble pratiquement toutes les structures, sociétés savantes, collectivités, associations, grands organismes, ministères, maisons d'édition, maisons de production artistique, industriels, musées, artistes. Donc, vous voyez, la palette lumière, elle est vraiment très large. Le bureau exécutif, le vice-président. Je voulais vous présenter quand même le bureau exécutif à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'ils ont fait un travail depuis 1 an, un travail extraordinaire. Je vous demande vraiment de les applaudir. Éric Lambourou, la communication, Yvan Testard, trésorier sponsoring, Agnès Henry, secrétaire, Catherine Hercé, création du site web et Philippe Régy, membre. Les vice-présidents qui nous ont fait l'honneur d'accepter cette position, Michel Leduc de l'IFRAF, de l'ENS, de CNRS, Gérard Mourou, Polytechnique ISEST, Étienne Klein du CEA et John Dudley, International Year of Light and Femto ST. On est aidé par un ensemble de commissions. Tous ces gens-là sont des bénévoles, je vous signale. Commission éducation jeunesse, commission éclairage vision, commission santé, commission culture, la commission astronomie et la commission d'organisation de la cérémonie de lancement. Amélie Zanetti, Agnès Henry, Rania Adjar et Marie-Pauline Gacouin, que je vous demanderai également d'applaudir parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui ici.
Les ministères qui nous soutiennent directement, vous les avez déjà vus, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et le ministère de l'Écologie. Les organismes publics, le CEA, le CNRS, l'Observatoire de Paris, l'ONERA, le synchrotron Soleil, les sociétés savantes, fédérations et syndicats, le CNOP, le Comité national d'optique et photonique, les deux académies, l'Académie des sciences, l'Académie de technologie, le syndicat AFOP, le syndicat des fabricants d'optique et photonique, la Société française d'optique, la Société française de physique, la Société française d'astronomie et d'astrophysique, la Fédération des sociétés savantes, la Société des chimistes de France, la Société francophone des lasers médicaux et les anciens de suboptique. Entreprises et filières éclairage, l'ACE, l'AFE, le CIE et le cluster Lumière qui sont les représentants de l'éclairage et qui nous aident énormément dans un domaine en plein développement. Les entreprises qui nous soutiennent directement, EDP Science et Photonique, avec la revue Photonique EDP Science, je vous rappelle, c'est le plus grand éditeur scientifique français. Essilor, Opton Laser International, Gravotech, Précitech, Contel, ATI Fibre Optique, la SAGEM et Thales. Pôle optique et de compétitivité. Donc les régions, ça, ce sont tous nos correspondants régionaux qui déploient un travail extraordinaire. Donc Alpha Route de Laser Aquitaine, Elopsis dans le Limousin, Optitech dans la région PACA, Optics Valley Île-de-France, Photonics Bretagne, forcément Bretagne, le pôle optique Rhône-Alpes, la région Nord, la région Bourgogne, la région Franche-Comté, région Midi-Pyrénées, et on est en train de doubler presque cette liste probablement dans le mois qui suit. Universités et grandes écoles, l'Institut d'optique, l'INSAT de Lannion, l'École normale supérieure, l'École polytechnique, le CNAM, le musée du CNAM, Supélec, l'Université Joseph Fourier de Grenoble, Télécom Paris-Tech, Université Paris 7, ESPCI Paris, liste non exhaustive. Parmi les temps forts, c'est les rencontres avec les jeunes. Comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, c'est notre but principal. Les rencontres avec les jeunes, on a actuellement plus de 1000 enseignants, bénévoles, des industriels, des chercheurs qui souhaitent aller donner des conférences, rencontrer des jeunes, des élèves, des collégiens, des étudiants, avec des kits d'enseignement, avec des jeux très simples de la lumière, pour expliquer la lumière, pour les inciter, pour venir vers les sciences, vers les technologies de la lumière, vers ces technologies du futur. Il y aura plusieurs centaines de manifestations et des événements prévus et des rencontres en 2015. Actuellement, il y a un projet, comme je vous ai dit, plusieurs centaines de manifestations, dont des très, très grandes manifestations jusqu'à la cérémonie de clôture. Ce que vous voyez dans les photos, c'est juste un projet artistique, mais d'un projet extraordinaire, par exemple. Mais il y a des dizaines d'autres événements majeurs et il n'y a pas d'événements mineurs. Il n'y a que des événements majeurs tout au long de l'année. Je ne pouvais pas m'empêcher de rappeler que les prix Nobel 2014 sont des prix Nobel pour la lumière. Prix Nobel de physique pour la découverte des LED bleus, donc 3 personnalités japonaises qui ont beaucoup œuvré pour les LED bleus et qui, en moins de 15 ans, ont changé notre façon de nous comporter, les éclairages, les économies, les nouvelles lumières, les transports, ainsi de suite. Donc c'est un prix extraordinaire. Vraiment, c'était une découverte majeure. Et le prix Nobel de chimie 2014 également a été attribué donc grâce à la lumière, des travaux grâce à la lumière pour l'invention du microscope à très haute résolution. On a vu la naissance de la nanoscopie, l'exploration de la matière au plus profond. Et voilà donc les 3 gagnants. Donc
Et le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie 2014 sont des prix Nobel obtenus grâce, entre autres, à la lumière. Le XXIe siècle sera le siècle de la photonique, comme le XXe siècle a été le siècle de l'électronique. Comme je disais, pensez-y photonique, pensez-y photonique. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé, déclaré Reda Adjuti. Je vous remercie. J'invite maintenant M. Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 97, membre de l'Académie de sciences, professeur au Collège de France et professeur et chercheur ENS-CNRS sur le thème de la lumière et atomes. M. Claude Cohen-Tannoudji. Merci de votre introduction. Si vous voulez, les réflexions sur la lumière, les questions sur la lumière ont toujours été au centre des préoccupations des scientifiques et des philosophes de l'Antiquité à nos jours. Type de question, qu'est-ce que la lumière? Comment est-elle produite? Comment interagit-elle avec la matière, c'est-à-dire avec les atomes? Est-ce qu'on peut contrôler ces interactions? Est-ce qu'on peut les utiliser? Voilà un type de questions qui ont été à l'origine de révolutions conceptuelles et technologiques au cours du siècle dernier, comme la révolution relativiste, qui a changé complètement notre vision de l'espace et du temps, la révolution quantique, qui a changé notre vision du monde microscopique, la révolution laser, qui nous a dotés d'outils exceptionnels en optique. En plus, il y a eu de nouveaux domaines de recherche qui sont apparus, comme la possibilité de manipuler des atomes par des faisceaux laser, comme la possibilité de produire des atomes ultra-froids et des ondes de matière macroscopiques exhibant des propriétés quantiques qui jusque-là n'étaient accessibles que dans des systèmes très très particuliers. La description moderne de la lumière aujourd'hui, c'est que la lumière est à la fois une onde électromagnétique se propageant dans l'espace à une vitesse c qui est 300 000 km par seconde, caractérisée par sa fréquence nue qui donne la couleur de la lumière. À un instant donné, c'est une onde sinusoïdale dont la période spatiale est ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière. La lumière, donc, à la fois une onde et un ensemble de corpuscules, comme l'a postulé pour la première fois Einstein, qui sont les photons, qu'on appelle maintenant les photons, qui ont chacun une énergie E égale h nu, où h est la constante de Planck, donnée par cette valeur, et une quantité de mouvement h nu sur c. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui est une notion fondamentale en physique quantique, et qui, après avoir été comprise sur la lumière, a été étendue par la matière, en particulier par Louis de Broglie, qui, en 1924, a postulé qu'à toute particule matérielle de masse m et de vitesse v est associée une onde qu'on appelle l'onde de Broglie, et dont la longueur d'onde est donnée par cette équation fondamentale, lambda égale h sur mv, h constante de Planck, m la masse de la particule, v sa vitesse. Quelques mois après la thèse d'Einstein, de Broglie, Schrödinger dérivait l'équation à laquelle obéit l'onde de Broglie, qui joue pour l'onde de Broglie le rôle des équations de Maxwell pour les ondes lumineuses, et qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est une des équations les plus importantes de la physique,
quand on essaye de la résoudre, on trouve que seules certaines solutions sont acceptables physiquement, de la même manière que quand on étudie les ondes dans un tuyau sonore ou dans une corde vibrante, seules apparaissent des solutions qui correspondent aux ondes stationnaires. Donc, l'onde de Broglie associée à un électron qui gravite autour d'un proton ne peut exister qu'avec certaines énergies possibles, à certaines fréquences possibles, donc certaines énergies, et ça introduit une idée fondamentale, c'est que les grandeurs physiques sont quantifiées. L'énergie d'un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle prend certaines valeurs bien discrètes. Ceci étant, quand on comprend la nature des niveaux d'énergie et des photons, on peut comprendre aisément les processus élémentaires d'interaction entre atomes et photons, qui sont l'émission. Un atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur en émettant un photon d'énergie h nu. Il peut également passer du niveau inférieur au niveau supérieur en absorbant un photon h nu. Et évidemment, la conservation de l'énergie dans ce processus implique que la différence entre les énergies des deux niveaux est égale à l'énergie du photon émis ou absorbé. Et E moins F égale h nu. Et cette équation permet de comprendre immédiatement que l'étude au moyen de spectroscopes des fréquences de la lumière émise par un milieu atomique permet de reconstruire son diagramme de niveau d'énergie. Et comme les spectres de deux atomes sont différents, c'est en quelque sorte une empreinte digitale. Donc en observant la lumière émise par un milieu, en faisant une étude de spectroscopie, on peut identifier les atomes qui sont à l'origine de cette émission. Et c'est comme ça qu'on a des informations fondamentales sur les atomes et sur le monde, l'univers qui nous entoure. Les molécules qui sont présentes dans les atmosphères terrestres, planétaires, dans l'espace interstellaire. Et je pense que dans d'autres exposés, vous entendrez parler aussi de toutes les révolutions qu'a apporté la lumière dans le domaine de l'astrophysique. Le point important qui est apparu au cours des dernières décennies, c'est que la lumière n'est pas seulement une source d'information sur les atomes et sur l'univers, mais aussi un outil pour les manipuler, pour manipuler les atomes. Et ça, c'est facile à comprendre parce que lors de l'absorption puis de la réémission d'un photon par un atome, cet atome acquiert un certain nombre des propriétés du photon qu'il a absorbé, son énergie, son moment cinétique, sa quantité de mouvement. Et donc, en éclairant un atome avec une lumière convenablement choisie, on peut changer ses propriétés, on peut le manipuler. On utilise en quelque sorte les lois de conservation pour manipuler les atomes par la lumière. Et on peut par exemple donner deux exemples importants de cette ligne de recherche. Comment contrôler avec la lumière le moment cinétique des atomes, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur spin. Comment contrôler avec la lumière la vitesse et la position des atomes, c'est-à-dire le refroidissement et le piégeage des atomes. Alors, moment cinétique des atomes, d'abord, les atomes ont une structure, et c'est des objets qui tournent autour d'eux-mêmes, qui ont un moment cinétique qu'on appelle spin. Et comme toutes les grandeurs physiques, la projection du moment cinétique sur un axe donné ne prend que certaines valeurs bien définies. Dans le cas particulièrement simple de ce qu'on appelle un spin 1,5, le moment cinétique projeté sur un axe donné ne peut prendre que la valeur plus ou moins, spin vers le haut ou spin vers le bas. À l'équilibre thermodynamique, il y a autant de spin qu'on a au milieu d'un ensemble d'atomes, il y a autant de spin vers le haut que de spin vers le bas, à très peu près, et on peut essayer de changer cette situation en éclairant les atomes avec de la lumière polarisée. En effet, les photons associés à une lumière polarisée ont un moment cinétique. Suivant que la lumière est circulaire droite ou circulaire gauche, ce moment cinétique est plus 1 ou moins 1. Et en absorbant ces photons polarisés, les atomes deviennent polarisés. C'est une méthode très simple pour polariser un ensemble d'atomes et pour obtenir un gaz hautement polarisé sur lequel il est possible de faire des expériences de recherche fondamentale et appliquées. Et ça a été une ligne de recherche qui a été développée à l'École normale supérieure par Alfred Kassler et Jean Brossel, qui ont été mes deux directeurs de thèse et qui ont contribué à faire une école de physique française dans ce domaine extrêmement active. Alors, je voudrais vous donner un exemple d'application concrète de cette technique, c'est que si les spins sont polarisés, si on arrivait à polariser des atomes, par exemple des atomes d'hélium, qui sont des atomes de gaz rare et qui donc ne perturbent pas les tissus humains, si on fait respirer à un patient un mélange d'air et d'hélium polarisé, on obtient donc un gaz polarisé à l'intérieur des cavités pulmonaires sur lequel il est possible de faire de l'IRM, de l'imagerie par résonance magnétique. Je pense que Serge Harold va parler tout à l'heure de l'IRM. D'habitude, l'IRM est fait en étudiant les protons, des atomes d'hydrogène, des molécules d'eau. Et on détecte donc la densité de protons dans un organisme vivant, par exemple la trachée artère, les côtes, l'estomac, le cœur,
alors que si on remplit les poumons d'un gaz polarisé, on peut faire la résonance magnétique et faire l'IRM des poumons et détecter les cavités pulmonaires, comme ça a été fait par plusieurs équipes dans le monde, en particulier par des collaborations entre des équipes françaises de Michel Leduc et des équipes allemandes de Ernst Hotten. Et ça, c'est un nouvel outil de diagnostic pulmonaire. Maintenant, je passe au deuxième exemple, comment contrôler la vitesse et le mouvement la position des atomes. Ça repose sur les forces exercées par la lumière sur les atomes. Et on peut donner un exemple simple pour comprendre cette situation, en considérant une cible, c'est bombardé par un faisceau de particules se propageant toutes dans la même direction, rebondissant, les projectiles rebondissent sur la cible, et sous l'effet de ce bombardement, la cible est poussée. Le transfert de quantité de mouvement des projectiles à la cible constitue ce qu'on appelle la force radiative, la pression de radiation qui pousse la cible. On peut faire la même chose par un atome dans un faisceau lumineux, remplaçant les projectiles par des photons et la cible par un atome. L'atome absorbe les photons et les réémet, c'est exactement la même situation, et l'atome est poussé. En fait, ce phénomène, c'est, comme l'a souligné pour la première fois Kepler, une partie de l'explication de la queue des comètes, qui sont les poussières qui entourent la comète, qui sont poussées par la lumière venant du Soleil. Si on remplace l'onde lumineuse par un faisceau laser, beaucoup plus monochromatique, beaucoup plus directif, on peut montrer aisément que les accélérations ou décélérations sont de l'ordre de 10 puissance 5 fois l'accélération due à la gravité. En d'autres termes, on peut ralentir des atomes par la pression de radiation en prenant un laser opposé à la vitesse du jet atomique, c'est-à-dire qu'on diminue la vitesse moyenne. On peut aussi diminuer la dispersion des vitesses moyennes autour de la valeur moyenne, c'est-à-dire diminuer la température, parce que la température est liée à l'énergie d'agitation désordonnée. On diminue cette dispersion en prenant plusieurs faisceaux laser qui introduisent une force grâce à l'effet Doppler dépendant de la vitesse qui apparaît comme une viscosité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des mélasses optiques. On peut aussi, en utilisant des forces de rappel autour d'une position d'équilibre, piéger les atomes, les confiner, et les ordres de grandeur sont impressionnants. À température ambiante, par exemple dans cette salle, s'il fait 27 degrés centigrades, c'est-à-dire 300 degrés Kelvin, c'est une échelle de température absolue, alors qu'avec des atomes refroidis par laser, on peut arriver à 10-7 Kelvin, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus basse, où les atomes ont maintenant des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, alors que dans cette salle, les molécules d'oxygène et d'azote ont des vitesses de l'ordre du kilomètre par seconde. Alors, les applications, pour terminer, les applications des atomes froids, d'abord, c'est des temps d'observation très longs parce que les atomes se déplacent lentement, peuvent être observés pendant un temps plus long, et en physique, plus le temps d'observation est long, plus la précision est élevée. On peut donc mesurer une fréquence atomique avec une précision beaucoup plus importante et faire des standards de fréquence, c'est-à-dire des horloges atomiques beaucoup plus précises. Et actuellement, on arrive à faire des horloges atomiques à atomes froids ou à ions froids qui gardent la seconde sur 3 milliards d'années. C'est-à-dire si l'horloge part maintenant, 3 milliards d'années après, c'est-à-dire presque la durée de l'univers, elle n'est fausse que par moins d'une seconde. On peut aussi, comme les vitesses sont faibles et comme la longueur d'onde de De Broglie est inversement proportionnelle à la vitesse, on peut observer beaucoup plus facilement l'aspect ondulatoire des atomes, faire avec les ondes de matière des expériences d'interférence ou de diffraction tout à fait analogues à celles qu'on fait avec des ondes lumineuses. On peut faire des gyromètres, des gradiomètres, on peut aussi réaliser des gaz d'atomes très très froids qui montrent des propriétés macroscopiques quantiques et qui sont extrêmement fascinantes. Un seul exemple, je vous donne ici simplement dire qu'une des horloges, la Station spatiale internationale va recevoir en année 2016, on l'espère, une horloge d'atomes froids qui permettra de synchroniser toutes les horloges du système satellite GPS et qui permettra aussi de faire des tests de relativité générale parce que la fréquence d'une horloge dans deux gravitations différentes n'est pas la même d'après la relativité générale. Et le test qu'on pourra faire sera 100 fois plus précis que tous les tests antérieurs. En ce qui concerne la condensation de Bose-Einstein, je n'ai pas le temps de le dire, je passe très vite, et je voudrais simplement mentionner qu'on peut réaliser maintenant avec des ondes de matière l'équivalent d'un laser pour des ondes lumineuses en piégeant un condensat dans un piège et en mettant un petit trou qui laisse s'échapper un faisceau d'ondes de matière cohérente analogue au faisceau d'ondes lumineuses cohérentes qui sort d'un laser. Ma conclusion,
je pense que notre capacité de manipulation des systèmes quantiques, atomes, photons, ions, électromolécules, a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, que ces progrès ont permis l'éclosion de nouveaux domaines de recherche qui suscitent à leur tour de nouvelles interrogations fondamentales et permettent d'explorer des nouveaux systèmes, des nouveaux états de la matière. Les applications de cette recherche sont le plus souvent imprévisibles. Elles résultent de ruptures technologiques, conséquences des avancées de la recherche fondamentale. Je voudrais qu'on profite de cette année pour montrer au grand public, en particulier aux jeunes des lycées et des collèges, que la technologie que nous utiliserons dans 20 ou 10 ans sera très vraisemblablement basée sur les résultats de la recherche fondamentale que nous faisons aujourd'hui. Donc il est très important de soutenir la recherche fondamentale, de développer chez les jeunes le goût, la curiosité et la passion pour la recherche et pour la science, parce que je pense aussi, compte tenu de la journée d'aujourd'hui, que c'est le meilleur rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme. Je vous remercie. Je remercie M. Claude Cohen-Tannoudji, non seulement pour les atomes froids qui ont généré les horloges atomiques, évidemment, dès hier, donc et le respect absolu du temps de parole. Merci beaucoup. On va intercaler un film sur les lasers. Les lasers a été la révolution de 1960. Évidemment, donc 1960, c'est juste une date. En 2010, on a fêté l'anniversaire de 50 ans du laser, mais le laser a beaucoup changé la phase de la photonique et la phase du monde. Donc, on va vous présenter un petit film réalisé par le CNRS en 2010 à cette occasion. Le laser a modifié en profondeur l'optique grâce à ses propriétés différentes des lumières classiques. Le laser, c'est avant tout une lumière concentrée et ordonnée. Le laser s'est aujourd'hui imposé dans de très nombreux domaines, ce que personne n'avait envisagé lors de sa mise au point. Le mot laser est devenu très courant. Mais que veut dire ce mot? Laser veut dire en français amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Les lasers se sont développés très rapidement. Il en existe de toutes sortes. Les plus courants sont les diodes laser. Les lasers ont des propriétés si particulières que ce rayon peut entamer cette plaque de métal sans abîmer la feuille de papier. C'est pourquoi on les utilise couramment en médecine pour des opérations de chirurgie. Le principe de fonctionnement du laser consiste à amplifier de la lumière et à l'ordonner. Nous avons ici des atomes représentés schématiquement sous forme de sphères qui passent d'un état excité instable à un niveau d'énergie plus basse en émettant spontanément un grain de lumière, un photon. C'est la fluorescence.
Mais si en plus d'être dans un état excité, un atome reçoit un photon, alors, en passant dans un niveau de plus basse énergie, il émettra un second photon identique, ce qui revient à amplifier l'onde lumineuse qui sera émise. La première étape pour le laser va consister à fournir une énergie très précise pour avoir beaucoup d'atomes dans le même état excité. C'est ce qu'on appelle le pompage. On obtient alors un grand nombre de photons de même longueur d'onde, donc de même couleur, se propageant ensemble dans la même direction. On parle alors de lumière ordonnée. La deuxième étape consiste à placer cet amplificateur de lumière entre deux miroirs. L'onde lumineuse fait des allers-retours, se réfléchit sur les miroirs et à chaque passage dans l'amplificateur, elle se renforce. Et comme l'un des deux miroirs n'est pas totalement réfléchissant, il laisse passer un peu de lumière. C'est à travers lui que le faisceau laser est émis. Le rayon laser est une lumière ordonnée. Lorsqu'il se propage, il reste bien parallèle et localisé même sur de grandes distances. Tous les lasers fonctionnent sur un principe unique, mais les supports amplificateurs peuvent être gazeux, liquides ou solides. On peut utiliser comme solide une pierre semi-précieuse comme le rubis. Les ions de chrome présents dans le rubis émettent de la lumière rouge lorsqu'ils sont éclairés par des flashs très intenses. Aujourd'hui, on fabrique des cristaux synthétiques de quelques millimètres pour obtenir des longueurs d'onde et donc des couleurs choisies. En fonction des besoins, on utilisera des lasers qui émettent soit de la lumière visible, soit de la lumière invisible à l'œil nu. Et désormais, certains lasers peuvent produire plusieurs couleurs à la fois, ce qui va permettre d'effectuer des mesures très précises de longueur d'onde comme une règle. Cette règle pourra alors, par exemple, déterminer la longueur d'onde inconnue d'un autre laser. L'histoire des lasers est le parfait exemple de l'impact de la recherche fondamentale, non seulement sur la science, mais aussi sur notre quotidien. Ils se développent encore aujourd'hui de manière très importante et investissent de plus en plus de domaines. Voici quelques applications du laser. J'appelle M. Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012. Membre de l'Académie de sciences, professeur au Collège de France, professeur et chercheur à l'École normale supérieure et au CNRS, M. Serge Haroche. Bon, moi je vais vous parler de lumière invisible, puisque les exposés précédents sont focalisés sur la lumière qu'on peut voir. Donc je voulais vous rappeler d'abord que la lumière est évidemment le véhicule d'information essentiel qu'on a du monde extérieur, à commencer par la lumière visible auquel notre œil est sensible. Et cette lumière visible, on le sait depuis les travaux de Newton au XVIIe siècle, elle est décomposée en un spectre de couleurs allant du rouge au violet. Mais au-delà de ces longueurs d'onde, il existe un rayonnement invisible qui occupe tout l'espace qui nous entoure, des ondes qui se propagent en toutes les directions, et ces ondes possèdent des propriétés extrêmement intéressantes et nous apportent des renseignements très importants sur la nature, sur l'univers et sur la vie. La découverte de ces ondes, on peut situer l'origine aux travaux de Maxwell, donc Maxwell qui a établi les équations
de propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique dans le vide. Claude Cohen-Tanucci en a parlé. Cette onde électromagnétique se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Elle est caractérisée par sa fréquence d'oscillation ou par la distance parcourue pendant une oscillation qu'on appelle la longueur d'onde. Les longueurs d'onde visibles s'étalent entre 0,4 et 0,8 microns, mais ces deux limites n'ont rien de fondamental. Ce sont simplement des limites liées à notre organe de la vision qui est imparfait dans la mesure où il n'est sensible qu'à une gamme extrêmement étroite de longueurs d'onde. Au-dessous et au-dessus, il existe un rayonnement dit infrarouge pour des longueurs d'onde plus grandes et ultraviolet pour des longueurs d'onde plus courtes. Et ce sont les équations de Maxwell qui ont rendu l'humanité, qui ont rendu les scientifiques sensibles à l'idée qu'il pouvait exister des ondes électromagnétiques non visibles. Et donc leur recherche a commencé dès les travaux de Maxwell et la découverte de ces ondes est liée au développement de la technologie. Hertz, en 1885, a montré qu'un circuit électronique, un circuit électrique très simple, pouvait provoquer des oscillations qui créaient des ondes qu'on pouvait détecter à plusieurs mètres de distance. C'est l'origine des ondes radio qui jouent un rôle essentiel dans les communications. De l'autre côté du spectre, 10 ans plus tard, en 1895, Röntgen découvrait des ondes de très courte longueur d'onde de l'ordre du nanomètre, du milliardième de mètre. Ce sont les fameux rayons X qui pénètrent la matière et qui ont donc révolutionné le diagnostic médical. Et vous voyez là la première radiographie qui a été prise, qui était celle de la main de Madame Röntgen, faite dès la fin de l'année 1895. Donc ces ondes invisibles, elles sont une source d'information scientifique extraordinaire pour les chercheurs et également pour les applications. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. D'abord, dans le cadre de la physique fondamentale, Claude Cohen-Tanucci en a parlé, c'est l'analyse des propriétés de la lumière qui a conduit aux révolutions de la physique relativiste et de la physique quantique. Einstein s'est beaucoup posé la question de la signification profonde des équations de Maxwell et le fait que ces équations, que la vitesse de la lumière est la limite de la vitesse de propagation de l'information, l'a conduit à la suite de raisonnements très beaux et très simples, à la théorie de la relativité restreinte, puis à la théorie de la relativité générale. Et la lumière est centrale dans cette théorie. Le simple fait que l'équation la plus connue, E égale mc2 de la relativité restreinte, relie l'énergie, la masse à la vitesse de la lumière, indique bien que la lumière joue un rôle fondamental là-dedans. La relativité générale également fait intervenir la lumière puisqu'elle dit que les rayons lumineux sont défléchis par des masses et c'est la découverte de la déflexion de la lumière des étoiles au voisinage qui rase le Soleil au moment d'une éclipse qui a été la première preuve fondamentale de la validité de la relativité générale. L'analyse de la lumière a également conduit à la physique quantique. Le point de départ là, c'est le fait que le spectre de la lumière émise par les corps chauffés était incompréhensible à partir des postulats de la physique classique, qui a conduit Einstein lui-même, et la même année 1905, à postuler que la lumière était constituée également de grains qu'on a appelés ensuite le photon, chaque photon transportant une énergie proportionnelle à la fréquence de la lumière, la constante de proportionnalité étant la fameuse constante de Planck. Donc on peut dire que la simple analyse fondamentale de la lumière a conduit aux deux grandes révolutions du début du XXe siècle, la relativité et la physique quantique. Un autre aspect fondamental est dû à Niels Bohr, quelques années après les travaux d'Einstein. Il s'agissait de comprendre encore une propriété fondamentale de la lumière. Pourquoi est-ce que la lumière absorbée et émise par les atomes est émise ou absorbée à des fréquences bien précises, suivant un spectre discret, alors que la physique classique ne prévoyait pas du tout ce caractère quantifié discret. Et Bohr l'a expliqué en admettant que dans un atome, les électrons gravitent autour du noyau, non pas sur des orbites arbitraires, mais sur des orbites quantifiées, dont l'énergie est bien précise, et l'absorption et l'émission de lumière étant liées au saut de l'atome, passant d'un niveau d'énergie à l'autre, en émettant un grain de lumière, un photon, dont la fréquence correspond à l'énergie correspondant à la différence d'énergie des deux niveaux. Claude Cohen-Tanucci vous a parlé de cela. Les couples d'énergie atomique dans les atomes tombent souvent dans le domaine des fréquences visibles, et c'est ce qui explique pourquoi la lumière interagit de façon très importante avec les atomes, et ça conduit en particulier à la manipulation des atomes dont a parlé Claude Cohen-Tanucci, la possibilité de refroidir les atomes par la lumière et de les piéger dans des champs lumineux. Mais il existe aussi des structures atomiques dans lesquelles les niveaux sont beaucoup plus resserrés, et à ce moment-là, l'interaction avec la lumière va se produire non pas dans le domaine des ondes visibles, mais dans le domaine des micro-ondes ou des ondes radio. Et c'est cet aspect-là que je voudrais évoquer dans le reste de cet exposé. Notre histoire démarre en fait en 1922 par les travaux d'Otto Stern à Hambourg en Allemagne,
Stern s'intéressait aux propriétés des faisceaux atomiques qui se propageaient dans le vide à partir d'un four. Il travaillait sur des atomes d'argent. Les atomes se propageaient dans le vide en ligne droite et il appliquait un champ magnétique, plutôt un gradient de champ magnétique à ces atomes pour voir s'ils possédaient un petit moment magnétique et s'ils ne seraient pas défléchis dans ce champ magnétique. Le fait que les atomes devaient porter des moments magnétiques n'était pas absolument inattendu, puisque nous savons depuis Bohr que les atomes sont en fait des courants électriques d'électrons et que le lien entre courant électrique et magnétisme avait été établi 100 ans auparavant par les travaux d'Ampère et d'Ørsted. Et effectivement, Stern observa bien qu'il y avait des moments magnétiques, mais la grande surprise, c'est que ce moment magnétique était en fait quantifié. En fait, au lieu d'avoir une tâche continue, Stern observa sur la plaque photographique de détection 2 points, 2 tâches, montrant que en fait, le moment magnétique pouvait prendre 2 valeurs. C'est le fameux spin dont parlait Claude dans son exposé. Et il découvrit ainsi en fait, le spin de l'électron. Dans le cas de l'atome d'argent, c'est le moment électronique de l'un des électrons de l'argent qui compte. Et vous voyez donc qu'il y a une quantification de ce moment magnétique. Les niveaux d'énergie dans un champ magnétique donné sont séparés par des fréquences radio. Mais là, j'anticipe, Otto Stern était incapable d'induire ces résonances, simplement ça a été le point de départ d'une véritable révolution. Et je vous montre ici le signal observé par Stern dans la première expérience, ces 2 tâches, plutôt cette trace séparée en 2, c'est une simple trace qui annonce des révolutions technologiques futures, toutes les révolutions dont on va entendre parler dans la suite. En fait, la suite de cette physique, on la doit à Isidore Rabi, qui a visité Stern au milieu des années 20 en Allemagne et qui a ramené à l'Université de Columbia la technique de CG pour mesurer les moments magnétiques. Et il a voulu étendre cela au moment magnétique des noyaux. Il s'est dit que si l'électron avait un moment magnétique, les noyaux devaient également en avoir un. Et il a mis pour cela au point le montage que je vous montre ici, un jet atomique ou un jet moléculaire avec 2 régions, la région que j'ai appelée A et B, dans lesquelles les gradients de champ magnétique forcent les atomes à suivre une courbe en forme de S, vers le haut dans la première région, vers le bas dans la seconde, pour venir converger sur un détecteur, un simple fil chaud, où les molécules étaient ionisées, donnant un courant électrique proportionnel au nombre de molécules qui y arrivent. La partie fondamentale de ce montage, c'est la zone intermédiaire, c'est ici, une cavité dans laquelle un champ magnétique était appliqué, et également des ondes radio, dont la fréquence était variée. Et lorsque la fréquence des ondes radio permettait d'effectuer une transition entre les 2 niveaux, eh bien, la molécule qui passait de A à B changeait de niveau et donc elle n'était plus focalisée vers le détecteur, le signal diminuait et ainsi, en variant le champ magnétique, Rabi a été capable d'observer une courbe de résonance à partir de laquelle il a pu calculer le moment magnétique des différents noyaux. Donc ça a été une école de physique qui a été extrêmement fructueuse et Rabi, tout de suite, a eu l'intuition que ceci pouvait avoir de grandes applications. Et en 1939, dans une conférence qu'il avait donnée à un congrès de physique, il a dit que ceci allait avoir des applications. Et en fait, ça a été reporté dans la grande presse. Vous voyez ici le New York Post de décembre 1939 qui dit les scientifiques de Columbia, les savants de Columbia nous disent que nous sommes tous des stations de radio. Et le sous-titre, tous les atomes dans les humains et dans le fer, je ne sais pas pourquoi ils ont parlé spécialement du fer, émettent et absorbent de grandes longueurs d'onde. Donc, comme des stations de radio qui fournissent de l'information, les atomes qui nous contiennent doivent fournir également de l'information. Mais bien entendu, il est impossible de les détecter comme le faisait Rabi. Il n'est pas question de détecter en les détruisant les atomes de notre corps. Il faut trouver une méthode indirecte. Et cette méthode indirecte, elle n'était pas mûre à l'époque. Il a fallu attendre la guerre, le développement des sources de radio et des détecteurs de radio, en particulier lorsqu'on a développé les radars. Et en 1945, Félix Bloch et Edward Purcell, indépendamment, ont mis au point la méthode de résonance magnétique. Il s'agit d'atomes dans des solides ou dans des liquides. Vous voyez qu'il y a une source, un générateur de fréquence qui induit des ondes radio dans cette première bobine. On avait un champ magnétique produit par des aimants. Et une seconde bobine jouant le rôle de détecteur reçoit les ondes qui sont rayonnées par les atomes. Et on étudie ça en fonction de la fréquence du générateur. On obtient un spectre qui est spécifique des atomes en question, qui est une espèce de signature de la matière. Et également, Purcell et Bloch se sont aperçus que si il y avait dans l'environnement de ces atomes ou de ces molécules d'autres atomes ou molécules qui les perturbaient, les raies étaient déplacées ou élargies, et qu'à partir de là, on pouvait se servir des atomes du milieu comme une sonde de l'intérieur de la matière.
Ceci s'est développé considérablement en physique, en chimie, en biologie, mais je voudrais insister sur une des applications qui est l'imagerie par résonance magnétique. 20 ans après les découvertes de Purcell et de Bloch, on a appliqué ça à la détection des champs magnétiques internes du corps produits par les atomes d'hydrogène que nous contenons tous. Nous sommes formés essentiellement d'eau. L'eau contient des protons. Ces protons subissent la résonance magnétique si on les place dans un champ magnétique intense. Les deux niveaux d'énergie du spin du proton sont séparés par une fréquence qui dépend du champ magnétique. Si on soumet le corps à un champ magnétique inhomogène, les signaux vont dépendre de la position des protons dans le corps et on va pouvoir remonter à la structure de la matière à l'intérieur du corps. On le fait, c'est ce qu'on appelle l'IRM, qui donne des images absolument extraordinaires et non invasives de l'intérieur du corps humain, et ça peut même aller jusqu'à des images dynamiques. Si par exemple dans le cerveau, des zones du cerveau s'activent lorsqu'on pense ou lorsqu'on développe une action particulière, l'appel d'oxygène augmente la quantité le flux sanguin qui porte de l'hémoglobine qui contient des petits aimants. Ça modifie les signaux de résonance magnétique et on peut voir s'allumer les régions spécifiques du cerveau liées à une action particulière ou une pensée. Et actuellement, les scientifiques étudient scientifiquement l'émergence de la conscience à partir de ce type d'expérience. Mais l'hydrogène n'existe pas simplement dans nos corps, l'hydrogène existe dans l'espace interstellaire et Purcell, à nouveau, a été l'un des pionniers de ce qu'on appelle le pionnier de la radioastronomie. Il a montré que dans un atome d'hydrogène, il existe deux niveaux d'énergie qui sont liés à l'orientation relative du noyau et de l'électron externe. La séparation liée au basculement d'une structure à l'autre correspond à l'absorption et l'émission d'ondes radio à 21 cm. Et il a observé cela pour la première fois en 1952 en mettant une antenne sur le toit du laboratoire de physique de Harvard. Depuis lors, la méthode s'est développée considérablement. Vous voyez ici le Very Large Array de radiotélescope qui permet de détecter l'hydrogène interstellaire. Et vous voyez ici des cartes montrant en fausses couleurs. Les couleurs bleues représentent la distribution des nuages d'hydrogène à l'extérieur de la galaxie spirale. Vous savez que les étoiles sont formées par effondrement gravitationnel de l'hydrogène en particulier, et donc l'étude de ces structures nous renseigne sur la formation des structures galactiques. Enfin, je voudrais dire qu'il existe dans l'espace un rayonnement qui ne provient pas spécifiquement de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui a déjà été mentionné au préalable, qui a été découvert en 1965 par Penzias et Wilson. Ce rayonnement, il a été produit par le moment où lorsque l'univers avait 380 000 ans, l'univers est devenu transparent à la lumière. Il s'agissait à cette époque-là de lumière extrêmement énergétique, de rayons gamma ou de rayons ultraviolets. Et au cours de l'expansion de l'univers, ce rayonnement s'est refroidi jusqu'à devenir un rayonnement radio à une température de 3 degrés, un peu moins de 3 degrés absolus. Vous voyez ici la carte du rayonnement qui a été obtenue par le satellite Planck l'année dernière, ou il y a 2 ans. Les toutes petites fluctuations que vous voyez en fausse couleur représentent des légères variations de ce rayonnement qui sont une espèce de carte des fluctuations qui existent dans l'univers à ce moment-là et qui sont d'origine quantique. Et ces fluctuations sont en fait les semences des galaxies qui se sont formées ensuite, les étoiles se formant dans les régions où la densité était légèrement supérieure. Donc vous voyez qu'il y a une importance fondamentale de toute cette physique. Et la raison pour laquelle je suis moi personnellement intéressé à cela, c'est que depuis une quarantaine d'années, je m'intéresse à ce rayonnement invisible dans un autre contexte. Et à nouveau, Purcell joue un rôle important dans ce domaine. Purcell avait fait remarquer en 1946 que si on place un atome en présence de miroirs qui forment une cavité qui modifie la structure du rayonnement autour de lui, on va être capable de changer le rythme avec lequel il absorbe ou il émet de la lumière. Et on peut se servir donc de ces structures pour manipuler les propriétés intrinsèques du rayonnement dans la structure correspondante. Voilà la cavité qu'on utilise dans nos expériences. On les fait interagir individuellement avec des atomes particuliers, des atomes très excités qu'on appelle les atomes de Rydberg. Et de cette façon, on apprend des tas de choses sur la structure de l'interaction atome-rayonnement. On peut générer des champs en propriétés quantiques, étudier des phénomènes de décohérence. Je voudrais également mentionner que ces mêmes atomes, on les rencontre dans l'espace interstellaire, qu'en radioastronomie, on détecte l'émission et l'absorption de ces atomes de Rydberg. Et l'étude de ces phénomènes pourra peut-être un jour conduire à la mise au point de dispositifs d'information quantique pour manipuler la communication ou le calcul. En conclusion, je voudrais d'abord dire qu'il y a bien d'autres applications des ondes radio et micro-ondes que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. En particulier, les horloges atomiques à césium fonctionnent par l'absorption et l'émission d'ondes radio, et le GPS
le système de Global Positioning System est constitué d'horloges atomiques qui sont distribuées sur des satellites et qui nous envoient des signaux qui nous permettent de nous repérer avec une précision extraordinaire. Les masers, qui sont les ancêtres des lasers, sont également liés au développement de cette technologie. L'autre partie du spectre, rayons X et gamma, s'est aussi montrée très importante pour comprendre la nature et la vie. Et enfin, j'ai quelques mots de conclusion qui reprennent largement ce qu'a dit Claude dans son exposé. L'importance de la recherche fondamentale qui est motivée par la curiosité. Purcell et Bloch ont vécu assez longtemps pour voir l'IRM se développer et ils ont été absolument fascinés, passionnés par des développements auxquels ils n'avaient jamais pensé quand ils ont mis au point leur méthode, tout simplement parce qu'il fallait des ordinateurs puissants, il fallait des champs magnétiques très importants qu'ils étaient incapables de produire en 1945. Donc, caractère souvent imprévisible de la recherche à laquelle il faut donner du temps et de l'argent, bien sûr. Et aussi, je voudrais insister sur une dernière idée. Ce qui est invisible peut se révéler essentiel. Au XIXe siècle, tous les rayonnements dont je vous parle, on n'en avait même pas conscience. Ils sont apparus à partir du moment où on a compris par la théorie qu'il devait exister de telles ondes. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu comparable. On ne parle pas de lumière invisible, mais on parle de matière invisible ou de matière noire. Et donc une des questions que je peux poser pour finir, c'est est-ce que la matière noire de l'univers, qui est invisible et d'origine inconnue jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle aura demain une importance comparable à celle de la lumière invisible de la fin du XIXe siècle? Je vous remercie. J'invite maintenant M. Étienne Klein, notre avatar de lumière, philosophe des sciences, directeur du laboratoire LARSIM au CEA, professeur à l'école centrale et surtout instigateur d'idées. À quelle distance sommes-nous des lumières, M. Étienne Klein? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très impressionné, pour tout dire, et ému de parler devant une telle assemblée et après deux personnalités aussi prestigieuses que messieurs Cohen-Tanouji et Haroche. Je n'ai pas de prix Nobel, j'en aurai jamais. Et je dois vous parler en 15 minutes de la distance qui est censée nous séparer non pas de la lumière, mais de l'esprit des lumières. Alors je commencerai quand même par un petit peu de physique, en parlant de la lumière physique, les photons. On sait depuis, enfin grâce à Einstein en 1905, que seules les particules de masse nulle, comme le photon, peuvent aller à la vitesse de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde. Je le dis avec précision parce qu'il y a des puristes dans la salle. Une particule massive, elle, va nécessairement à une vitesse inférieure, pas forcément de beaucoup. Si elle a beaucoup d'énergie, sa vitesse peut être très proche de celle de la lumière. Mais, et ça c'est le point crucial qu'Einstein nous a appris, lorsque la vitesse d'une particule s'approche de la vitesse de la lumière par rapport à cette particule demeure égale à 300 000 km par seconde. Imaginez qu'un photon traverse cette pièce. Vous vous mettez à courir après lui, à courir très vite comme un super-héros, par exemple à 299 000 km par seconde, et vous aurez envie de croire qu'il suffirait que vous puissiez encore accélérer un peu votre mouvement pour aller aussi vite que le photon. Eh bien non, quelle que soit votre vitesse, la vitesse du photon sera par rapport à vous la vitesse de la lumière. Vous ne pourrez jamais courir aussi vite que le photon, encore moins le rattraper, et encore moins le doubler. Accepter une telle conclusion réclame une certaine ouverture d'esprit, mais heureusement, on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Voilà pour la lumière physique. Nous ne pouvons pas être fixes, dans une position fixe par rapport à la lumière physique, mais les lumières, c'est aussi une affaire philosophique. On parle d'un esprit des lumières. Comment le définir? Évidemment, il y a plusieurs écoles de pensée, mais en gros,
On peut dire que cet esprit, c'est celui qui promeut l'autonomie de l'entendement, la primauté de l'esprit scientifique par rapport à la providence, dont la révolution newtonienne est l'illustration la plus marquante. Cette tendance, évidemment, s'accompagne d'une croissance de l'esprit critique, et John Locke, l'un des philosophes des Lumières, fait par exemple une critique des idées innées, ou plutôt des idées qu'on croit innées. Cet esprit des Lumières, c'est aussi celui qui pose la finalité humaine de nos actes. On ne vise pas Dieu, on vise les hommes, l'humanité telle qu'elle est sur cette terre. On propose la quête du bonheur en remplacement de la quête du salut. Et bien sûr, on propose l'universel, notamment celui des droits de l'homme. On propose également un universel lié à la science, aux vérités de science. L'une des idées que défendaient les Lumières, les philosophes des Lumières, était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité de science, sur laquelle elle n'a pas de prise. Par exemple, David Hume écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place, et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. » Fin de citation. La vérité scientifique ne serait donc relevée d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque celui-ci peut toujours se prévaloir face au pouvoir de la vérité scientifique. Et donc, nous nous considérons habituellement comme des héritiers des Lumières. Et la question que je voudrais poser, c'est à quelle distance sommes-nous réellement de leur esprit? Et l'actualité récente dramatique donne à cette question une portée que je n'avais pas envisagée en préparant ce texte. Poser pareille question implique d'abord de ne pas idéaliser l'esprit des Lumières, mais seulement de choisir de le prendre comme référence. Gaston Bachelard, qui a enseigné dans cet amphithéâtre, expliquait que la lumière projette toujours quelque part des ombres. Cette formule s'applique aussi bien à la lumière physique qu'à l'esprit des Lumières, puisque la philosophie des Lumières, ça a été noté par différents auteurs, a elle aussi des versants ombrageux. Pierre Bourdieu, par exemple, allait jusqu'à parler, c'est sans doute exagéré, d'un obscurantisme des Lumières, pouvant prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. En fait, c'est du moins ce que je pense, cette formule s'applique en fait mieux au siècle des Lumières lui-même en tant que période historique qu'à l'esprit des Lumières, qu'à la philosophie des Lumières. Le siècle des Lumières fut en effet un siècle ambigu, un siècle pas intégralement lumineux, puisqu'ils voisinèrent l'encyclopédie, les fêtes galantes et la guillotine. Avec le recul, on saisit mieux que ce siècle des Lumières fut un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, de la légèreté et de la noirceur, une juxtaposition déroutante de ce que nous sommes et qui commence alors à émerger, de ce que nous sommes aujourd'hui, et d'un monde dont les pesanteurs parlent encore d'autrefois. Mais, et c'est un point qui n'est pas discutable, c'est au siècle des Lumières que se forge l'idée de progrès. C'est une idée qui est doublement consolante. Elle l'est d'abord parce qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle rend l'histoire humainement supportable. L'idée de progrès fait miroiter sur la ligne du temps une utopie certes désirable, mais qui n'adviendra pas toute seule. Elle ne nous sera accessible qu'à la condition que nous nous mobilisions pour l'atteindre. Comme cette utopie est crédible et attractive, elle fait se lever les têtes, se retrousser les manches, et surtout, elle donne l'envie d'avancer ensemble. Mais elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un infime maillon de la lignée des générations. Kant avait bien formulé cela, il dit « L'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine,
sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir. » Fin de citation. Ça veut dire que l'esprit des Lumières, c'est croire au progrès, c'est refuser la bohème, c'est accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif. Et la question est, est-ce que nous sommes encore dans cette situation? Et pour la creuser un peu plus, cette question, je suis allé relire, lire, je ne le connaissais pas, un livre de Kant qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» qu'il a publié en 1784 et qui me paraît emblématique de ce qu'on appelle depuis la modernité. Les premières phrases de ce livre sont les suivantes et elles peuvent être lues comme un mot d'ordre qui prend une force particulière en ce jour de deuil national. Ce que dit Kant est ceci. Que sont les Lumières? Réponse, la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Ce qu'il appelle la minorité, c'est le fait d'être mineur. Et ce qu'il appelle le fait d'être mineur, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. La minorité dont il est question est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de son entendement, mais dans un manque de courage de sa part qui l'empêche de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement, est le courage de savoir. Voilà, dit Kant, la devise des Lumières. Fin de citation. Et on voit que cette minorité-là, la minorité dont parle Kant, c'est celle par laquelle, par exemple, on se remet à l'autorité d'un livre qui tient lieu et place d'entendement, ou bien à celle d'un directeur de conscience qui penserait à ma place. Les hommes, dit Kant, sont mineurs parce qu'ils n'ont pas le courage de se servir de leur intelligence sans avoir recours à la direction d'autrui. Parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes, d'autres se sont présentés pour le faire à leur place. Sommes-nous fidèles aujourd'hui à cette prescription? Oui, on peut dire, mais en même temps, il y a un certain doute qui vient du fait que le statut de la science, depuis qu'on a quitté la modernité pour atteindre ce que certains appellent la postmodernité, cet attachement est un peu plus faible qu'autrefois. Notre société semble parcourue par deux courants de pensée qui devraient s'annihiler l'un l'autre, puisqu'ils sont contradictoires, mais qui en réalité, dans les faits, se fécondent mutuellement. D'une part, on trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, bref, une attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière et qui s'étend désormais jusqu'aux sciences les plus dures. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d'être dupe, qui est parfaitement légitime, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. La vérité existe-t-elle, se demande-t-on? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle, historique? Et ce qui est inquiétant, c'est que ces deux attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient se combattre, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher dans la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. Je terminerai cette brève allocution en parlant de Georges Canguilhem, qui a été un élève de Bachelard, qui a également enseigné dans ces murs, et qui, en 1987, a publié un article intitulé « De la décadence de l'idée de progrès », article dans lequel il évoque la philosophie des Lumières et, d'une façon plus générale, la philosophie du progrès. Et il montre que l'idée de progrès s'est développée selon deux phases historiques différentes. La première phase, formalisée selon lui par les philosophes des Lumières, tous français, au siècle des Lumières évidemment, est une phase qui s'attache à décrire un principe constant de progression potentiellement infinie.
Son modèle est la linéarité, la stabilité, et son symbole, bien sûr, c'est la lumière. La seconde phase historique apparaît au XIXe siècle lors de l'établissement d'une nouvelle science, la thermodynamique, associée au phénomène irréversible qui fait apparaître une dégradation de l'énergie. Un principe d'épuisement vient alors remplacer le principe de conservation qui était mis en avant lors de la première phase. Le symbole du progrès devient la chaleur, d'où l'idée d'une décadence thermodynamique de la notion de progrès. La lumière se dégrade en agitation thermique. Or, croire au progrès, ça suppose de faire progresser le symbole auquel on l'associe. Et peut-être serait-il temps, et cette année internationale de la lumière est peut-être l'occasion, de changer le symbole auquel on associe le progrès, peut-être de revenir à la lumière elle-même, non pas en tant que phénomène physique, mais en tant que symbole de ce qui s'oppose non pas à l'obscurité, mais à l'obscurantisme. Et pour finir, si vous me le permettez, si j'ai encore 2 minutes, je voudrais lire quelques lignes d'un texte de Nietzsche qui pose exactement la même question. Un texte écrit dans son ouvrage Humain trop humain en 1860 et quelques, je crois, et qui aujourd'hui, notamment aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, prend un tour assez particulier. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne assez peu à celui qui se contente d'apprendre ses résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication qui est pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la religion et l'art qui consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir de toute la plus grande à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un cerveau double à l'homme, quelque chose comme 2 compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Juxtaposés, sans empiètement, étanches, c'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouve dans une sphère, dans l'autre se trouve le régulateur. Il faut se chauffer aux illusions, aux idées bornées, aux passions, et ensuite se servir de la science pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais, c'est la question que pose Nietzsche, qui nous garantit qu'elle retrouvera toujours la force ? Fin de citation. Merci. Nous allons faire une petite pause, reprise à 15h45. Je vous invite à visiter l'exposition Go Photon dans le péristyle. Il y a une animation lumière dans le grand salon. Donc, nous allons nous retrouver à 15h45 pile.